merci à tous les trois d'avoir accepté de faire cette table ronde autour de l'interopérabilité et de l'interconnexion. Du coup, pour démarrer, ce que je vous propose, c'est que vous vous présentiez rapidement et puis que vous nous expliquiez un petit peu l'usage d'iTop dans votre entreprise, n'est-ce pas ? Bonjour, donc moi je suis Émilie Cuvillon, je travaille au CIB, donc qui est un groupement d'intérêt public qui est à la fois hébergeur et éditeur de solutions pour des établissements plutôt de santé, mais aussi de collectivités. Et donc moi je suis responsable du centre de support, du centre de service aux clients, donc qui fait tout le support de niveau 1, voire de niveau 2. Et puis j'ai aussi en charge l'animation de l'expérience client. Et donc il y a 3 ans et demi, on a implémenté iTop. D'abord, on avait fusionné avec un autre groupement d'intérêt public qui avait déjà iTop. Et donc, depuis 3 ans et demi, on l'utilise à la fois pour nos clients externes, donc les adhérents ou clients, comme je disais, qui sont des établissements de santé, et en interne pour les demandes qui peuvent être en interne sur différents sujets. Merci Émilie. Herburul ? Alors Herburul Yazar, salarié de la société Scale Squad. Scale Squad est une filiale de Neuron IT, on est basé sur Nanterre. On est une ESN en fait qui est un centre de service qui gère plusieurs dizaines de clients. On a mis en fait en place iTop il y a de ça plus de 10 ans. Au début c'était un petit centre de service qui gérait quelques clients. Et au fur et à mesure du temps, ce centre de service a gonflé et on gère maintenant plusieurs dizaines de clients. Et aujourd'hui, forcément, les utilisations d'iTop qui étaient très simples au début deviennent de plus en plus poussées et on devient de plus exigeant auprès de Combodo. Et Dimitri ? Je me représente, Dimitri Combodo, donc je suis consultant, voilà. Et j'ai eu l'occasion de mettre en place plusieurs, ce qu'on appelle satellites, donc échange de tickets entre différents outils. Et j'ai eu le plaisir d'accompagner effectivement Herburul sur le dernier projet. Voilà. Alors justement, on va parler un petit peu de satellites et on va parler un petit peu de ce qui a pu vous amener à mettre en place du coup ce type d'interconnexion entre iTop et d'autres solutions. Peut-être Herburul, on peut commencer avec votre témoignage. Comme je le précisais précédemment, c'est qu'au début, on utilisait iTop en mode simple, donc avec une liste d'utilisateurs et des agents de support qui se connectaient juste sur notre iTop. Au fur et à mesure, on s'est aperçu que suite aux différentes entrées de nos clients dans notre périmètre, que les clients en fait, avaient un besoin d'avoir soit leur propre ITSM, ou soit... c'est à ce moment-là justement qu'on a créé les iTop satellites. Le besoin en fait était que le client n'avait pas d'ITSM et il souhaitait en fait avoir son ITSM au cas où en fin de contrat qu'il puisse partir librement sans être dépendant de nous. Donc l'idée a été justement de créer des iTop satellites pour qu'ils se interconnectent avec notre iTop on va dire centrale. Et au fur et à mesure aussi des entrées de clients, on s'est aperçu qu'il y a des clients qui arrivent, on va dire, avec leur propre ITSM qui ne sont pas iTop. Donc on a eu des Easy Vista qui sont venus, récemment des ServiceNow, on en a eu 2 et bientôt un 3e peut-être. Et ensuite on a aussi poussé, on va dire, l'interconnexion d'ITOP avec notre outil de monitoring qui est Centrion actuellement. Voilà. Intéressant. Très varié aussi. Émilie, est-ce que c'est le même type d'utilisation que vous avez, vous aussi ? Pas du tout. Donc nous, en fait, l'utilisation et pourquoi on a utilisé un satellite, c'est Jira. En fait, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on est éditeur de logiciels, donc on édite un dossier patient informatisé. Et donc on a tout un tas de développeurs et ils travaillent aujourd'hui avec Jira et c'est leur outil de gestion des tâches. Et donc on a des tickets de nos clients qui arrivent sur ce DPI dans iTop et l'idée en fait c'est de pouvoir transmettre aux développeurs et de créer une tâche directement depuis ce ticket-là. Et c'est pour ça qu'on a fait cette interconnexion-là parce que c'est important pour nous. En termes de volumétrie, on a 580 clients à peu près. Donc, et donc en termes de volumétrie de tickets, on a environ 48 000. Et sur la partie de l'édition logicielle, on a 13 000. Et en 2021, il y avait 1300 tickets qui étaient transférés à Jira. Donc 1300 tâches qui sont passées dans cette interconnexion-là. Voilà.
Ça fait un beau volume. D'ailleurs, on reviendra un petit peu sur tous ces aspects un peu plus solutions techniques, mais je vous propose que d'abord on commence par un peu des aspects projets, parce que finalement on se demande comment on fait pour gérer des satellites comme ça, pour interconnecter. Alors peut-être Dimitri, tu veux donner peut-être un peu ton regard de consultant qui gère ce type de projet déjà ? Ouais, je peux donner un peu mon ressenti, comment ça s'est passé. Souvent on dit aux clients, c'est quoi vos specs, et ils nous disent j'en ai pas. Donc déjà, c'est la première difficulté, c'est qu'ils veulent faire communiquer deux outils entre eux, mais ils ne savent pas comment et qu'est-ce qu'ils veulent transmettre. Donc déjà, c'est identifier les informations qu'on veut envoyer à l'autre. Il y en a qui sont confidentielles, il ne faut pas tout envoyer. Donc c'est déjà écrire ça sur le papier. Qu'est-ce que je veux partager avec mon collègue, mon client, en interne ou pas? Et est-ce que ça a une valeur ajoutée? Parce que si ça n'a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de raison de le mettre en fait. Donc déjà, c'est faire cet exercice. Du coup, de là va dérouler ce qu'on appelle nous des scénarios. Un scénario, c'est très simple, c'est quand je fais une action d'un côté, est-ce que ça fait quelque chose de l'autre ou pas, et inversement. Donc déjà, écrivons des scénarios, et on sait déjà s'il y a 5 scénarios, bon ça va, c'est pas trop compliqué, mais il se trouve qu'on a eu des cas, ça monte à 15, 20, et là ça devient beaucoup plus compliqué. Donc il est important d'écrire ces scénarios, et surtout de les faire valider par les deux parties. Parce que, on l'a dit, c'est un projet souvent à minima 2 parties, voire tripartite, voire quadripartite. Parce que dans notre exemple, nous on a travaillé avec ServiceNow, et ServiceNow, ça dépend, mais il y a un intégrateur derrière. Donc il y a un intégrateur côté ITOP, il y a le client côté ITOP, il y a le client côté ServiceNow et l'intégrateur côté ServiceNow. Donc c'est, voilà, déjà c'est... D'ailleurs, Herburul, peut-être vous pouvez donner un peu votre vision justement de ce type de projet. On donne l'exemple de cette intégration un peu bilatérale avec quadripartite. Alors c'est vrai qu'on a fait plusieurs types d'interconnexions. Certaines, on l'a fait tout seul. Celle de ServiceNow, on en a fait une tout seul et une avec Combodo parce qu'elle était plus exigeante techniquement. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à Combodo pour cette synchronisation. La chose vraiment essentielle qu'on a retenue pour toutes ces synchronisations, c'est qu'en fait, on ne peut pas, entre guillemets, nous en tant que, on va dire, administrateur, ingénieur sur ITOP, on ne peut pas intervenir tout seul. C'est-à-dire que côté client, donc quel que soit leur ITSM, il faut, on va dire, quelqu'un qui travaille de l'autre côté en symbiose avec nous. C'est surtout ce point-là en fait qui est essentiel dans le projet. Les spécifications, bien sûr, elles sont hyper importantes. Je vous avouerai que c'est peut-être celle de ServiceNow qu'on a eu le plus de détails sur les spécifications et les scénarios à mettre en place, qui ont été beaucoup plus poussés. Donc c'est pour ça que la solution a été bien pensée derrière, pour que derrière on n'ait pas, entre guillemets, de la MCO et du SAV à foison. Mais ce que je retiendrai le plus, oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment avoir un travail, on va dire, en binôme avec le client. Et qui sont, on va dire, demandeurs aussi. C'est pareil de votre côté, alors que c'était en interne ou... Nous, du coup, il y avait moins d'intermédiaires, parce qu'effectivement, on a la main sur Jira et on a donc des administrateurs. Donc c'était un peu plus facile de ce côté-là, parce que, effectivement, comme le disait Dimitri, nous, c'était vraiment écrire le besoin qui a été le plus compliqué, puisque tout le monde avait une idée de ce que ça devait faire, et puis au final, quand on se met tous autour de la table, on n'a pas la même idée, parce qu'il y a à la fois des gens qui font du support, les gens qui font le développement, et puis comment après on pilote tout ça. Et donc du coup, nous, c'était plus mettre quelqu'un de technique qui utilise Jira face à Combodo, pour être sûr que on ait bien mis les deux interlocuteurs techniques en face, et c'était ça qui a fait fonctionner en fait le projet. C'est peut-être important de préciser, il faut des interlocuteurs techniques, mais aussi du fonctionnel. Voilà, c'est ça. Moi, je suis fonctionnel, donc je m'assurais en fait de la partie fonctionnelle. Et effectivement, on avait bien fait faire après les gens qui utilisent aussi derrière, c'est ça. La technique, on dit toujours, on y arrivera toujours, mais il faut savoir ce que veut le métier, parce que des fois, on fait des usines à gaz et le métier dit, mais j'ai pas demandé ça, et en fait, j'en ai pas besoin. Et d'expérience, il y a quelque chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est la partie recette en fait. C'est que souvent, entre guillemets, on a un besoin qui est poussé par notre gouvernance, que ce soit en interne ou côté client, en disant on veut une synchronisation miroir des tickets. Nous, on va dire, on développe des solutions techniques que l'on pense optimum, mais ensuite, la phase de recette, elle est faite souvent par la technique, et il faut que le métier, entre guillemets, intervienne de manière, entre guillemets, poussée sur la recette pour qu'ils nous décrivent, on va dire, ce qui va et ce qui ne va pas et ce qu'il faut corriger.
Et ce que j'ai remarqué aussi dans ces phases projet, c'est que la phase recette était souvent négligée à cause, on va dire, soit de la non-disponibilité des différents services qui utilisent l'outil, ou, entre guillemets, le délai, qui est vraiment très court entre le début du projet et la phase de run. Comme notre confrère précédent a dit, des fois on a des phases d'accélération qui sont nécessaires. Mais cette recette, justement, si elle est mal faite, entre guillemets, quoi qu'il arrive, on le paiera dans le futur, dans le sens où certaines fonctionnalités qui n'ont pas été détectées en amont du projet, entre guillemets, se ressentiront, et il n'y aura pas une adhésion des utilisateurs sur les outils et sur la synchronisation. Ouais, finalement, on parle beaucoup organisation, communication, gérer toutes les phases plus que technique dans tous vos projets, en fait, pour réussir et que ça marche. On pourrait, mais peut-être que je ne sais pas si l'assistance... Il y a quand même de la technique, ouais, après. Mais justement, on va y arriver. Émilie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose au niveau des difficultés ou des points vraiment importants pour réussir ce type de projet ou... Nous, pas vraiment de difficultés particulières, si ce n'est le devis à faire valider par la direction, parce que c'était ça. C'était les enjeux de dire pourquoi on fait ça, pourquoi vous n'êtes pas capable de le faire vous-même. En fait, c'était ça, le questionnement. Et en fait, en montrant exactement ce qu'on voulait, on a fini par leur faire prendre conscience qu'on avait besoin d'experts en face et qu'on ne pouvait pas le faire nous-mêmes. Donc c'est passé sans problème, finalement. Mais et c'était plutôt ça, en fait, donc dans les problématiques. Moi, les difficultés, on a des bons rapports avec Combodo, donc ça s'est bien passé. Et puis derrière, il y a eu l'adhésion. Après, c'est pareil, on en a parlé aussi ce matin, mais c'est l'accompagnement aussi au changement, puisque du coup, c'est aussi de faire prendre conscience. Nous, en fait, le challenge, c'était, on avait un ancien outil qui correspondait pas. Donc, on avait IWS comme outil de support. Et on avait une intégration forte qu'on avait mise en place déjà en interne. Et cette intégration avait coûté très cher et finalement ne correspondait pas aux utilisateurs. Donc là, le challenge, c'était aussi de leur redonner confiance avec le nouvel usage de cette intégration-là, et c'est ce qui s'est passé. Donc, puisqu'ils avaient peur encore de devoir mettre des petits coups de clé d'amolette de temps en temps, parce que ça ne marche pas, quoi. Donc là, en fait, ils ont été rassurés assez rapidement. D'accord, donc c'est une des raisons qui vous ont fait choisir ce type d'interconnexion. Il y en a d'autres, des raisons, en termes de solutions. En termes de solutions, en fait, les développeurs utilisent Jira, ils committent, ils utilisent SVN, et donc tout est fait avec Jira, il y a des interconnexions. Donc c'était important qu'en fait, même si le choix, alors parce qu'on avait quand même regardé Jira Service Desk quand on a changé l'outil. Mais alors moi, mon côté fonctionnel qui a choisi l'outil était plus sur l'ITSM au départ. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de convaincre aussi les développeurs qui pouvaient aussi utiliser iTop pour une partie de leur travail. Et donc, ils le font, c'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir leur pousser un certain nombre de demandes. Donc, mais par contre, celles qui ont vraiment besoin de correctifs sont envoyées direct à Jira. Donc, c'est un peu différent. Donc, c'était ça l'idée. D'accord. Justement, par rapport à ça, du coup, Herburul, vous utilisez d'autres typologies d'interconnexion. Enfin, peut-être qu'on peut rappeler aussi rapidement comment ça fonctionne, les satellites, en 2 mots. Peut-être que tout le monde ne connaît pas. Je ne sais pas, Dimitri, tu veux peut-être... Alors, le satellite, on appelle satellite chez nous, c'est le Case Exchange. Donc, c'est un moteur de synchronisation qui a l'avantage, en fait, de pouvoir écrire des scénarios avec des files d'attente et surtout de la reprise sur erreur. Parce que, Herburul en parlera peut-être, en fonction de ce qu'on veut faire, peut-être que la simple API iTop suffit, si je veux juste faire de la création ou modification basique. Mais l'API, on ne sait pas faire de la reprise sur erreur. Avec le Case Exchange, on a vraiment un vrai moteur où on va pouvoir faire déjà, de base, on a toutes ces fonctionnalités de file d'attente, reprise sur erreur, test de connexion, la couche communication. Et après, on va écrire entre guillemets, les scénarios. C'est vrai qu'en termes d'interconnexion, il y a la partie ITSM. Il y a aussi, nous, de notre côté, qu'on fait des interconnexions avec Centréon. Par rapport aux différentes technologies qu'on utilise pour faire des interconnexions, il y a bien sûr le Case Exchange qu'on a commencé
avec notre ETOP satellite, pardon. En effet, parce qu'en fait, comme au début on n'était pas très mûr sur le sujet, on a fait directement appel à Combodo pour mettre en place justement une interconnexion entre deux ETOP. Là, en effet, c'était plus simple parce que les modèles de données, les data, etc., s'adaptaient mieux, s'emboîtaient mieux l'un à l'autre. Mais pour faire communiquer deux ETOP, c'est pas non plus hyper simple comme on le croit. Donc, en effet, à l'époque, il n'y avait pas de webhook entre les ETOP, ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc, il y avait des interconnexions qui pouvaient se faire par mail. Et encore. Donc c'est pour ça qu'on avait opté directement pour le choix du Case Exchange. Donc jusque-là, en fait, on était arrêté sur des satellites ETOP. Au fur et à mesure, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai peut-être pas expliqué au début. La problématique, on va dire, le besoin premier qu'on a dans un centre de service, c'est que comme on gère des dizaines de clients, nos agents ne peuvent pas se permettre d'avoir 10 ITSM devant les yeux. Donc ils ne peuvent pas avoir 10 écrans avec chacun un ITSM devant les yeux pour surveiller les tickets. Donc ils ont besoin de centraliser tous ces tickets sur notre ITSM ETOP et le client, bien sûr, qui a payé, entre guillemets, son propre ITSM, donc EasyVista, ServiceNow, et j'en passe, lui non plus n'est pas prêt à changer d'ITSM. Donc la solution qui est trouvée, donc c'est la deuxième phase, on va dire, d'interconnexion qu'on a mis en place, c'était avec EasyVista. Et dans ce cadre-là, en fait, on a commencé à faire une interconnexion de EasyVista vers ETOP, c'était en API, et de ETOP vers EasyVista, c'était par mail, parce qu'on n'avait pas encore le webhook. Donc quand on a appris, je ne sais plus, il y a à peu près 1 an, je crois que c'est ça, à peu près 1 an que le webhook avait été mis en place, je crois je ne sais pas si on a été les premiers, mais très rapidement, on a demandé l'activation du webhook sur ETOP, justement pour remplacer les mails par des appels API. Donc ça, c'était nos interconnexions avec EasyVista. On en a aujourd'hui 4 interconnexions avec EasyVista. Et quand je parle d'interconnexion, c'est des interconnexions complexes, dans le sens où en fait, on appelle ça des interconnexions miroirs. C'est-à-dire que le ticket d'un côté comme de l'autre, ils suivent chacun leur cycle de vie. Et on essaie, on va dire, de reproduire ce qu'on a vu dans le Case Exchange. Donc c'est un peu notre modèle. Par du code, du coup. On n'a peut-être pas pompé le code, mais le fonctionnement. Donc on veut que de chaque côté, on ait toutes les mises en attente, les journaux, les pièces jointes, les clôtures, les résolutions. On veut que tout se passe des deux côtés. Donc autant sur les incidents, les demandes, les changes, on n'a toujours pas bien réussi. C'est un peu plus complexe, les changes à synchroniser. Et on s'est arrêté là. Et aujourd'hui, on a le Case Exchange qui a été développé justement avec Combodo pour ServiceNow récemment, il y a un peu moins de 6 mois, je crois. Il y a un peu moins de 6 mois. Voilà. Intéressant. Alors, on parle de complexité, de tout ça. Je vais un peu poser la question qui fâche, parce que je sais qu'elle va arriver. Le fait d'utiliser Case Exchange, de faire ça, de faire ces scénarios, ça ne rend pas dépendant à l'éditeur plutôt que de faire un développement soi-même? Je ne sais pas, Émilie. Oui, alors nous c'était plutôt, on est dans la démarche inverse, c'est-à-dire que trop de développement interne, tue le développement interne, je fais des phrases toutes faites, mais c'est juste que en fait nous on a un problème après pour maintenir tout ça en interne, donc de toute façon on préfère que ce soit fait côté éditeur. Et donc non, nous, ça ne nous a pas posé de soucis là-dessus, au contraire, on était rassurés que ce soit fait par Combodo, et notamment après sur les montées de version, etc. aussi, parce que du coup ça nous rassure, on n'a pas prévu de changer ETOP prochainement, et comme ça fonctionne bien, on va l'utiliser encore longtemps. Herbert, de ton côté? En fait, c'est vrai qu'un développement fait maison, forcément on comprend mieux son fonctionnement et les correctifs qu'on peut apporter. Forcément, on a la main totale sur l'interconnexion qu'on a mis en place. Mais donc c'est peut-être, on va dire, le désavantage d'un Case Exchange, où il a été développé par l'éditeur et on n'a pas la main dessus. Mais d'un autre côté, le gros avantage du Case Exchange, c'est que c'est un projet, on va dire, c'est une interconnexion qui est plutôt solide. Et pour, entre guillemets, la maintenabilité des synchronisations,
je m'aperçois qu'avec toutes les synchronisations qu'on avait mis en place, aujourd'hui, c'est les case exchange qui sont les plus solides. Donc j'ai beaucoup moins de cas d'erreur parce qu'ils ont été réfléchis de manière plus sérieuse, plus approfondie, et justement avec les processus de relance et d'historisation des API dans le case exchange nous permet en fait de débugger plus facilement certaines connexions. Puis c'est vrai que c'est aussi une histoire de ressources. Combien de ressources on a qui sont autonomes sur eTop? Donc nous on en a un, il est rare, il est dans la salle, mais si on lui fait faire tout, on n'y arrive pas après. Donc effectivement ça c'est vraiment, nous c'était aussi ça, c'était de se dire à un moment donné on peut pas avoir 3 personnes, on n'a pas les moyens d'avoir plusieurs personnes à intervenir sur eTop. Donc c'était quand même mieux de faire appel au Combodo, et surtout le projet a été contraint du coup en temps. C'est-à-dire que du coup, c'est un vrai projet. Donc on se met d'accord, on se dit combien de temps ça va prendre. Et en fait, on sait, à un moment donné, on est capable de dire aussi en interne à quelle date ça va arriver. Nous, nos projets en interne, comme c'est de l'interne, ça peut être dépriorisé par rapport à des choses qui sont propres aux clients. Donc c'est vrai qu'on a ces contraintes-là qui font que c'était plus facile aussi de se mettre en lien, mais parce qu'on était que... aussi, on n'avait pas d'autres intervenants à faire travailler dessus. Très bien, je vais laisser peut-être Dimitri conclure, sauf si vous souhaitez faire un petit retour très rapide à froid. Après quelques mois, années, voilà, juste le petit mot de conclusion de votre côté, et ensuite je laisserai Dimitri conclure en tant qu'expert de cette solution. Moi, pour conclure, avec toutes ces interconnexions, en plus, je n'ai pas parlé de l'interconnexion avec Centréon. Mon collègue n'a pas pu venir aujourd'hui, mais de la même manière, on crée des tickets automatiques justement sur la partie CMDB. Ça me parlait. En fait, une CMDB solide nous permet, on va dire, de générer des tickets avec une qualification et une priorisation importante. Aujourd'hui, on est en plein dans ce domaine-là. On est en train d'automatiser au maximum la création des tickets. Donc, les appels API auprès d'eTop sont plutôt libres et faciles à réaliser d'ailleurs à ce propos. Et par rapport à toutes ces interconnexions qu'on a mis en place, je dirais qu'eTop répond grandement à nos besoins et est assez souple parce que, comme je vous l'ai expliqué, on a fait différents types d'interconnexions, dont une que j'avais racontée rapidement à Dimitri, où on a fait une interconnexion ServiceNow, mais tout seul cette fois-ci, parce que justement on avait une problématique côté client, il n'y avait personne qui savait gérer leur ServiceNow. Donc on a un collègue qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Fabien de Rosario, qui n'a pas pu venir, et c'est lui qui a mis en place tout seul une interconnexion avec des scripts Python et avec du ELK qui stocke des données et qui fait tout seul. Voilà. Mais par contre, on était pris par les délais et là, on n'a pas pu attendre l'aide de Combodo et surtout qu'on n'avait personne en face, quoi. Donc on a dû faire ce qu'on pouvait et ça marche plutôt bien d'ailleurs. Et donc, mot de conclusion, nous, on est satisfait de ce satellite. On n'a pas forcément prévu d'en mettre d'autres en place, si ce n'est potentiellement à eTop, puisqu'on veut scinder les données des clients et nos données internes. Donc, c'est un choix pour avoir 2 bases de données différentes. Donc voilà, c'est ce qu'on recherchera à faire. Mais en tout cas, le satellite actuel convient bien. Et puis après, je pense qu'on va aussi... utiliser pas mal de webhooks. On a beaucoup d'intégration aujourd'hui mail en fait, tout simplement. Donc entre des outils, parfois on n'a pas besoin de mettre une intégration aussi forte que celle-là. Donc voilà, mais on est satisfait. Le mot de la fin? Je vais peut-être rebondir ce que tu dis, Émilie. Tout dépend du niveau d'intégration qu'on veut avec un autre outil. Si on veut tout faire, effectivement, qu'on arrive à prouver qu'il y a un véritable ROI, une véritable valeur ajoutée de se synchroniser avec un autre outil, on va pouvoir défendre un budget, je dirais, on l'a dit, c'est des projets qui sont relativement complexes, surtout en temps humain, donc ça a un prix. Donc vouloir synchroniser des petits volumétries de tickets, 10 tickets par mois, ça ne vaut pas le coup, quoi, clairement. Donc il faut que ça le justifie. Case Exchange, c'est robuste, ça permet de faire de la reprise sur erreur, ça sait gérer de la volumétrie, très bien, mais si on n'en a pas besoin, effectivement, il y a d'autres mécanismes qui existent dans eTop. Donc maintenant, effectivement, il y a les webhooks. Donc l'API eTop, déjà de base, en entrée, vous savez créer, modifier, supprimer des objets, jouer des stimuli, etc. Et en sortie, également, maintenant, il y a les webhooks. Donc effectivement, on peut faire des choses sans avoir forcément le case exchange. Après, on peut tout simplement synchroniser de la donnée. On l'a vu tout à l'heure, il y a des collecteurs avec la data synchro. Donc on peut faire des choses très basiques aussi. Tout dépend le niveau vraiment
l'intégration qu'on veut faire. Voilà, donc je dirais qu'iTop a différents mécanismes. À vous de choisir les bons en fonction de vos besoins. Voilà. Merci à tous les trois. On va laisser la place aux questions maintenant. Niveau volumétrie, pardon, vous avez combien de tickets qui sont synchronisés via les différents satellites? Alors, c'est par client. Je prends juste le dernier. Pour le Case Exchange, on n'est pas loin de 2000 tickets par mois, incidents je parle. Les demandes, c'est environ entre 500 et 1000 demandes par mois. Et si je le multiplie par le nombre de clients, on n'est pas loin des 10 000 tickets par mois d'incidents et 5000 demandes par mois si j'additionne toutes les synchronisations qu'on a mis en place. Donc, c'est vrai que par rapport à cette volumétrie, elle est intéressante la question, parce que je dirais que souvent, c'est moi qui fais le SAV de ces synchronisations, et qui justement des fois reporte auprès de Combodo des petits bugs. Des fois, j'ai des collègues ou des SDM de la gouvernance qui s'agacent un peu sur certains tickets, que ça peut arriver que ça bug, parce que des fois, il y a des erreurs d'utilisateurs, tout simplement, dans la synchronisation. Mais quand on regarde le pourcentage de réussite face aux échecs, on n'est pas loin de 95-99% de réussite de synchronisation. Donc oui, sur plus de 10 000 tickets, voire plus les demandes 15 000 par mois, j'ai quelques dizaines de tickets qui bug, entre guillemets, que je corrige. Du coup, pour prendre la suite par rapport aux volumétries, est-ce qu'il y a un certain nombre de tickets qu'il faut passer par mois qui va permettre de justifier, par exemple, de prendre le Case Exchange versus d'utiliser les webbooks ou des scripts qu'on fait à la main, comme vous aviez dit tout à l'heure, qui sont un peu plus simples à gérer, on n'a pas besoin d'aller voir l'éditeur, etc. Est-ce qu'il y a un seuil qui fait que non, on utilise Case Exchange parce que justement on a 95% de réussite, on a le rejeu, etc. Après, je dirais, Émilie l'a dit tout à l'heure, si vous avez les ressources en interne pour tout faire vous-même, pourquoi pas, mais après, c'est à vous de le maintenir. Si vous n'avez pas les ressources, ça peut être... voilà. Vous pouvez vous appuyer sur Combodo, sur les partenaires, etc., avec le module Case Exchange, mais ça dépend de votre philosophie. Pour répondre, pour être très, très sincère, c'est surtout une question de temps et de budget. Donc en parlant des ressources, c'est surtout ça le nerf de la guerre. Aujourd'hui, quand on nous demande une synchronisation, on ne nous met pas, on va dire, dans le cahier des charges, un nombre d'incidents ou de demandes à traiter. On nous dit que ça fasse 10 tickets. On ne se lance pas dans une synchro pour 10 tickets, c'est clair. Par contre, si on nous dit que ça fait 500 tickets par mois ou 10 000 tickets par mois, ça, on ne l'a pas, on va dire, en données d'entrée. C'est surtout en fait en termes de délai. C'est-à-dire nous, on fait rentrer des clients dans notre périmètre. Une prise en charge, on va dire, en règle générale, c'est 6 mois. Donc entre la signature du contrat et le run, il y a 6 mois. Et en 6 mois, il faut que la synchronisation fonctionne et qu'on commence le run. Donc, soit l'appel d'offres a été fait bien en amont. Et là, moi, de toute façon, je milite pour avoir du Case Exchange. Parce qu'honnêtement, c'est plus robuste. Et pour moi, entre guillemets, c'est un peu plus facile pour moi à gérer le SAV. Mais après, derrière, voilà, ça dépend de la réponse aussi de Combodo et de sa disponibilité. Parce que forcément, vous avez forcément des priorités aussi dans vos charges. Et voilà, c'est l'adéquation entre notre timing, notre budget et les disponibilités de Combodo qui fait qu'on bascule sur un Case Exchange ou une synchro maison. Bonjour, j'ai une question plutôt pour madame. J'ai entendu que vous alliez séparer les bases de données en fait, internes et celles de vos clients. On va le faire. Oui, vous allez Parce qu'aujourd'hui, elles sont communes. Ouais. La raison, c'est pour séparer les données personnelles quelle est la justification, justement? C'est un choix de la DSI pour effectivement bien scinder les données des clients des données internes, en fait. Il y a la problématique de modèle de données ou pas? Non, pas forcément. En fait, c'est vraiment lié au fait de dire qu'aujourd'hui, on essaye de bien scinder tout ce qui est client dans notre entreprise, que ce soit au niveau hébergement des données, etc. Et puis l'interne, quoi, pour pas mélanger les données. Donc il y a un peu des RGPD aussi là-dedans, oui, effectivement. Je voulais demander à Émilie pourquoi est-ce que vous avez gardé Jira?
Alors moi personnellement, je l'aurais bien changé. Parce que nous, on a aussi Jira pour En gérer fait, les projets. Pourquoi on l'a gardé? J'ai réinterrogé les développeurs parce qu'à l'historique, en fait, moi, je voulais faire basculer tout le monde sur EatTop parce que quand j'ai découvert EatTop, je trouvais que c'était génial et qu'il y avait aussi des dashboards. Enfin voilà, il y a du Kanban, etc. Alors la raison qui m'a été redonnée encore par les développeurs, c'est que non, Jira, c'est vraiment leur outil. Donc c'est vrai que moi, je fais pas de développement, donc je peux pas. Mais c'est vraiment comme ça qu'ils gèrent. Et comme on disait, en fait, aujourd'hui, ils font leur commit directement dedans. Donc, on comprend aussi aujourd'hui en termes de nombre de collaborateurs, on a plus d'une centaine de développeurs dans l'entreprise. Donc, on est on est bientôt 400. On a aussi une centaine de personnes qui font du support. Donc c'était de savoir, EatTop a été choisi à la base pour le support et aussi pour la CMDB. Mais on a fait le choix aujourd'hui de ne pas changer Jira parce que c'est vraiment un attachement fort à ce produit qu'ont les développeurs. Donc c'est vraiment, voilà, ils veulent l'utiliser, ils continuent. Et puis j'ai une question pour Dimitri. Nous, on a Service Desk de Jira pour l'instant. On aurait besoin de migrer, on va migrer de toute façon dans tout ce qui est ticketing dans EatTop. Par contre, on aurait besoin de récupérer des données de Jira de manière historique parce que ce sont des tickets clients, ce n'est pas des tickets internes, pour pouvoir après avoir un historique de ticketing client. Par contre, on n'a aucune personne technique au niveau Jira qui est capable de savoir comment est structurée la base de données Service Desk. Qu'est-ce que ça suppose comme je dirais, est-ce qu'il te faut un intervenant, toi, qui connaisse vraiment Jira, ou est-ce que vous connaissez suffisamment Jira chez Kombodo pour nous aider dans cette partie-là? Alors, on n'est pas expert Jira, donc je te mentirais si je dis qu'on sait faire. On a eu quelques cas clients, donc on peut essayer de voir. Après, le truc, c'est qu'il faut que tu nous donnes de la donnée, quoi. Donc, la donnée, c'est pas un problème. Bon, tu sais faire la base de données, si tu sais faire des exports, on saura nous les digérer. Okay. Mais voilà, il faut exporter la donnée dans un format qu'on saura digérer, quoi. Donc soit tu nous le remets dans une base MySQL, sous format CSV. Donc Prosol a donné l'exemple tout à l'heure, ils ont fait des scripts maison, donc après on peut tout imaginer. EatTop a tout ce qu'il faut, mais il faut qu'on ait la donnée quelque part, quoi. Et une dernière question pour Herburul. L'API l'intégration avec Centréon, le monitoring, c'est sur quelle base? C'est une API ou c'est un script maison ou En fait, c'est des scripts maison, de la même manière que tout à l'heure, il y a un outil qui avait été présenté qui s'appelait Bee, c'est ça? Chez nous, en fait, on l'appelle Sentitop. Pareil, il a été développé par des anciens collègues et amélioré par Fabien de Rosario, encore une fois, qui justement génère automatiquement des tickets créés par, on va dire, des actions humaines. Et en plus de ça, on a des développeurs qui ont créé des scripts principalement sur Python, qui génèrent justement, pareil, qui détectent, on va dire, les incidents de Centréon, et qui vient interroger EatTop, donc il cherche le CI en question dans la base EatTop, et en fonction des informations qu'on a mises sur la CMDB, donc la criticité, la plage de couverture, le SLA du client, etc., il va créer un ticket et affecter le ticket à la bonne équipe. Donc c'est l'automatisation chez nous, c'est quelque chose qui est mis en avant et on est en plein dedans. Je crois que c'est l'ère du temps d'ailleurs. Merci à vous. Je pense que du coup, on arrive au moment de conclusion. Un grand merci. Merci.